Je crois que donc on amorce notre dernière session avec l'intervention de Frédéric Cuvillier. Bien, merci à toutes et tous. Je m'inscris dans les contraintes des débats et du temps imparti, en ajustant en fonction de la densité de vos travaux qui nous ont amenés certainement à un léger décalage. Denis Baupin nous a quittés au moment où j'interviens. Je n'y vois aucun lien, j'espère. Ou alors il connaît tellement, il approuve tant ma position qu'il n'a plus besoin de se laisser convaincre, si tant est que nous soyons là pour nous convaincre, mais plutôt pour échanger sur l'enjeu dans le cadre de la transition énergétique, l'enjeu de la question du transport, de la performance énergétique des transports. J'aurai plaisir de reprendre vos interventions et d'en prendre connaissance, compte tenu de l'immensité. À l'instant, un intervenant disait « Enfin, nous parlons du transport ». Je ne suis pas loin de partager cette position. Mais au travers du transport, c'est à la fois, et on l'a bien entendu, l'aménagement du territoire, les politiques d'urbanisme, les utilités économiques, les interconnexions entre les différents modes de transport, les performances et l'application d'un certain type de recherche et de solutions qui sont envisagées pour un transport qui aujourd'hui représente un tiers de la consommation énergétique. Certains diraient ne représente, d'autres diraient représente plus d'un tiers de la consommation énergétique et de l'ordre de aujourd'hui 27% des émissions de gaz à effet de serre. En revanche, le transport utilise plus de la moitié du pétrole que nous consommons en France. C'est-à-dire qu'au-delà du mode de transport, il y a aussi le type d'énergie utilisée et utile au transport. D'autant que les spécialistes nous indiquent que cette demande de transport ou cette consommation liée au transport devrait croître selon qu'il s'agisse d'usage personnel ou de transport de fret. Là aussi, les différences sont notables et je pense qu'il est difficile de traiter des enjeux de mobilité selon que l'on parle des personnes ou que l'on parle des marchandises, car les logiques sont radicalement différentes, ou en tout cas les réponses peuvent être assez éloignées. Donc nous devrions connaître encore une augmentation selon qu'il s'agisse de transport de personnes ou de marchandises, de l'ordre d'1,7 à 2% au dire des experts d'ici à 2030. Alors, on pourrait s'en inquiéter, on pourrait aussi s'en réjouir, puisque au travers du transport, il y a aussi une réalité de l'activité économique, du besoin de mobilité, de cette nécessité de mobilité. Et la conséquence du développement économique peut être aussi cette consommation de transport. Encore faut-il que cette consommation de transport soit en lien avec les objectifs. Ils sont européens, ils sont nationaux, des objectifs quant à la durabilité de la mobilité. Et là encore, je pense qu'il est des mobilités qui sont utiles et des immobilités qui sont subies. Et ce qu'il est important de traduire, ce sont précisément ces utilités sociales de la mobilité et aussi le caractère insupportable des immobilités. Les infrastructures doivent être regardées aussi au travers de ces enjeux-là, de ce rapport socio-économique qui doit traduire aussi dans ces objectifs les objectifs assignés tant par le livre blanc de la Commission européenne, vous les connaissez, vous avez certainement commenté, de la réduction de la dépendance énergétique, de la diversification des sources, c'est important, de la réduction de gaz à effet de serre avec des objectifs. Ils sont plus contraints en France de par la volonté du président de la République, 60% en 2050 pour l'Europe, 60% d'ici 2040. Là, je suis encore plus ambitieux, ça poserait bien des difficultés, 2040 pour la France. Alors, au-delà de cela, nous avons aussi le devoir d'être dans une forme d'exemplarité face aux défis qui sont des défis planétaires.
et qu'il y ait un affichage européen, une volonté nationale, nous amène à mettre la stratégie autour de l'efficacité énergétique du transport comme une stratégie affichée, volontariste, ne mettant pas nécessairement en opposition ni les usages, les types de mobilité, ni d'ailleurs les modes de transport ou les solutions que l'on peut obtenir, proposer, puisque chacune des solutions peuvent être adaptées à des enjeux spécifiques. Ce n'est pas la même chose que de traiter, là encore, de la mobilité urbaine, que d'avoir la longue distance. Quel mode de transport pour la grande distance? Est-elle une distance rapide ou au contraire une distance liée à l'intermodalité? Vous voyez que toutes ces questions ne souffrent pas de visions qui seraient des visions à la réponse unique. Mais au contraire, il faut qu'il y ait un bouquet, au bouquet énergétique, je serais tenté de dire, il faut répondre par un bouquet de solutions à la mobilité et à l'efficacité énergétique des transports. D'autant que beaucoup de choses se sont engagées et nous n'en sommes qu'au début, je crois, d'une découverte et des champs d'exploration sur des solutions qui peuvent être... Il faut que je sois plus proche, c'est ça? Voilà. Très bien. Vous m'entendez mieux, peut-être? Donc, je vais m'approcher. D'autant que, là encore, nous sommes à la veille d'un certain nombre de grandes innovations. J'y reviendrai dans les domaines des transports, transport maritime, transport aérien. Nous sommes en plein salon du Bourget. Ce matin, je présidais le conseil de la recherche de l'aéronautique civile avec un certain nombre d'expérimentations et d'illustrations de ce que l'aérien aussi peut apporter dans l'objectif qui est assigné et aux politiques publiques qui sont les nôtres, sachant que nous sommes dans un espace qui est un espace très large, là encore, de discussions internationales. Des évolutions qui sont technologiques, ce sont des réponses, des développements de véhicules. Je vais peut-être commencer par cela, puisque j'entendais M. Rollier qui évoquait aussi les limites à ce système, et notamment la durabilité des automobiles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux engagements qui ont été pris et très forts par le gouvernement et le Premier ministre. Tout d'abord, c'est pour répondre aux objectifs qui sont les nôtres, d'être moins dépendants aux consommations énergétiques. Et moins dépendants passe aussi par des solutions qui sont des solutions technologiques. Le véhicule à 2 litres au 100 est manifestement la piste qui est une piste la plus efficace, la plus rapide pour apporter des réponses aux questions qui nous occupent à cet instant. Et cette forte mobilisation dans l'intelligence et la recherche, le développement, touche à la fois l'aérodynamisme, touche à la fois la nécessité de réduire les masses des véhicules, tout en gardant présent à l'esprit l'impérieuse nécessité de la sécurité, mais aussi le rendement moteur. C'est le véhicule du futur qui est aujourd'hui accompagné par le programme de l'ADEME et qui ouvre la voie à de nouvelles technologies, à des solutions innovantes pour des véhicules qui sont des véhicules faiblement émetteurs de CO2 et qui apportent des solutions de mobilité décarbonée. Les grands équipementiers sont mobilisés, les sous-traitants, mais aussi, bien sûr, les constructeurs au premier rang de l'ensemble de cette mobilisation. Et je crois que, d'ores et déjà, il y a des perspectives de développement et de solutions qui sont affichées. Les politiques pour le développement des véhicules électriques, des véhicules hybrides, là encore, l'annonce du plan qui a été celui lancé le 1er août 2012 porte ses fruits. Ça a été une mobilisation de tous, de la recherche, en passant par le redressement productif, le ministère de l'écologie, le ministère des Transports, qui permettent d'adapter, de sensibiliser, d'accompagner les collectivités, parce qu'il faut aussi façonner en service nos centres urbains, nos infrastructures, et derrière des sauts technologiques, il y a aussi l'adaptation des services à ces sauts technologiques, précisément. Je pense aux bornes qui, aujourd'hui, sont en train d'assurer un maillage du territoire et qui apporteront des réponses avec des mobilisations. La mission Eastman
est ici pour suggérer et donner des perspectives qui font qu'aujourd'hui la France est malgré tout pionnier, leader de ce qui est le véhicule électrique européen, à elle seule 35%. Le pari du véhicule électrique a été lancé, il est suivi. Il assure la mobilisation des pouvoirs publics, mais aux côtés des constructeurs et de l'ensemble des chercheurs. Nous avons mis en place des dispositifs, ça va de l'incitation, à la fois des primes qui concernent tant les véhicules hybrides que les véhicules électriques. Je peux revenir sur ces dispositifs, certaines aides ont été doublées, des minima ont été mis en place, les coûts de batterie ont été aussi envisagés. Je peux reprendre également les programmes d'investissement d'avenir, encore que je synthétiserai en disant que les enjeux et les mobilisations financières d'accompagnement de l'État, programme d'investissement d'avenir, 50 millions pour le développement des bornes sous forme de subventions, la mise en place d'une mobilisation régionale au travers de la volonté des collectivités. Cette volonté, elle s'est traduite par le fait que nous étions au 1er mars 2013 à près de 5800 prises électriques, alors même qu'il y a un peu plus d'un an, nous n'en étions qu'à 1800. Et que la perspective en fin d'année est de nous amener entre 8000 et 10 000 prises électriques. C'est-à-dire qu'à certains usages, à certaines catégories de flotte, à certains types d'usages de véhicules, nous pouvons répondre par la solution qui est la solution électrique. Autant ça ne règle pas tous les sujets, d'autant que nous avons également à appliquer des règlements qui sont d'origine européenne et qui traitent tant les véhicules utilitaires que les véhicules légers, avec des objectifs que la France souhaite afficher à un niveau d'ambition très élevé. Mais il faut que nous puissions, là encore, ne pas oublier ou mésestimer les enjeux de 10 ou 15 ans, notamment avec des solutions qui peuvent être des solutions qui mobilisent un certain nombre de chercheurs dans d'autres pays. C'est vrai, notamment les véhicules hydrogène, par exemple. Il faut que nous puissions aussi regarder sur le coup d'après concernant le saut technologique qui nous concerne. D'autres pistes ont été mises en place. Elles seront effectives sur la fiscalité, et principalement sur les usages. J'entendais la réflexion sur l'écotaxe poids lourd. L'écotaxe poids lourd, je ne vais pas refaire le débat qui fut intéressant, animé, encore que, mais très suivi au niveau du Parlement sur l'écotaxe poids lourd. L'écotaxe poids lourd n'est autre qu'une fiscalité à l'usage des infrastructures, et non pas à des types de transport, à l'usage des infrastructures, et de pouvoir à la fois avoir des perspectives en termes de report modal, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure organisation des transports de marchandises. Et la première version... Si vous voulez bien, reprenons tous les débats, mais je ne vais pas revenir sur les 2% de réseau taxable, sur le fait que le réseau de proximité ne le soit pas, sur le fait qu'il s'agit uniquement de transport de marchandises et que, là encore, dès lors qu'il s'agit de l'usage et du coût des infrastructures, alors c'est précisément ce qui motive ce qui a été voté à l'unanimité depuis des années, Grenelle de l'environnement, qui a été voulu depuis des années, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un décret qui est celui du 6 mai 2012, pris lors d'une alternance juste avant, et qui peut être aujourd'hui salué, c'est le fait d'avoir mis en place un système qui est un système effectif et qui permettra l'applicabilité, ce qui n'était pas le cas du dispositif précédent. Je ne vais pas refaire ce débat de l'écotaxe poids lourd. Il en a ses limites, je le conçois. Il y a un observatoire de l'application de l'écotaxe poids lourd qui a été mis en place. C'est un amendement parlementaire qui a été repris par le gouvernement. C'est souhaitable, tant sur l'ensemble du réseau qu'il faut expertiser, qu'il n'y ait pas de contournement ou de report sur des itinéraires différents, mais également sur d'éventuelles difficultés qui peuvent exister sur l'usage des infrastructures. L'efficacité énergétique, elle concerne tous les modes de transport.
Je disais tout à l'heure, notamment sur le transport aérien, les nombreuses initiatives qui ont été prises. J'ai pris un certain nombre d'exemples au Bourget ce matin, puisque je présidais le CORAC. D'abord, nous avons assisté à l'arrivée d'un vol qui est un vol d'un avion qui utilise du biocarburant, 10% de biocarburant sur 90% de kérosène, et qui permet d'aller sur des perspectives jusqu'à 20% dans les prochaines années. Aujourd'hui, c'est la question de l'industrialisation, de la capacité à produire ce biocarburant et qui amènerait à cet usage, qui n'est pas le seul usage. Dans le même temps, nous avons vu le survol et le premier vol de l'A350 qui a à son palmarès une consommation de carburant qui est en diminution du quart, moins 25%. Je ne parle pas du bruit, où là les efforts sont sensibles également. Je peux évoquer les initiatives qui ont été prises sur l'avion électrique, sur également les diminutions de consommation pour ce qui est le déplacement des avions sur piste, qui représente 5% de la consommation en carburant des avions. Il y a donc des progrès qui sont importants, tant en ce qui concerne les diminutions des CO2, des émissions de CO2, et également de la consommation des produits énergétiques dont nous sommes dépendants. Et ces initiatives, elles sont des initiatives pour les solutions à 10, 15 ans, mais c'est aujourd'hui, par les mobilisations des programmes d'investissement d'avenir, que nous pouvons apporter ces solutions et où le saut technologique sera sensible et où les résultats seront de nature à pouvoir apporter solutions et de répondre à ces enjeux qui sont internationaux. C'est aussi dans le cadre, je l'indiquais, de l'OACI que ces engagements internationaux sont pris, les ETS et notamment les réglementations qui sont celles prises unilatéralement par l'Europe à l'adresse des compagnies sur les ETS et qui amènent aujourd'hui à ce que nous soient confrontés à des discussions extrêmement sensibles. J'espère qu'au mois de septembre, dans le cadre de l'OACI, nous parviendrons à une solution qui ne soit pas une solution régionale, mais bien mondialisée sur un certain nombre de dispositifs mis en place. Je reviens au recours sur les biocarburants, biogaz, hydrogène. Là encore, ce sont des pistes qu'il faut explorer parce que nous savons qu'il y a là une forte potentialité en termes industriels. J'étais ce matin avec le représentant de Total, microalgues et autres utilisations de betteraves non alimentaires. Ce sont des perspectives, une fois encore, à condition que l'on regarde dans la globalité de l'équilibre environnemental et des usages des espaces et des terres disponibles. Je reviens également sur le transport maritime. 90% de l'économie est sur la mer. Et aujourd'hui, nous sommes dans une forme de gigantisme dont on peut saluer le fait que cela limite d'autant le nombre de mouvements de navires qui émettent, là encore, soufre et autres gaz émissions à effet de serre. Nous avons ces dispositifs sur le navire du futur qui amèneront à avoir des solutions alternatives pour ce qui est du carburant maritime. D'un point de vue général, ces carburants du futur peuvent prioritairement concerner le routier et le maritime pour pouvoir permettre d'avoir des solutions du carburant aérien qui est là beaucoup plus sophistiqué pour des raisons évidentes à la fois de contraintes de température, de vitesse et de stockage. Le gaz naturel liquéfié sera une piste majeure pour ce qui est de la motorisation des navires futurs et notamment les infrastructures qui seront mises en place. Là encore, dans le programme d'investissement d'avenir, nous devons doter nos ports des infrastructures permettant de faire en sorte que les navires puissent utiliser du gaz liquéfié qui, là encore, apporte la solution environnementale et économique nécessaire. Et puis, bien sûr, le report modal. Et le report modal pose la question des infrastructures. Je pense que les infrastructures doivent être des infrastructures, non pas moins d'infrastructures. Je le disais d'entrée de jeu, on ne peut que se satisfaire du droit à la mobilité. Mais le droit à la mobilité, il peut être désiré, il peut être contraint. En tout cas, il doit amener à ce que nous ayons aussi un tour d'avance sur ce que nous entendons comme
cohérence dans la mise en place des schémas d'infrastructure et sur l'utilité économique, sociale de droit à la mobilité. Comment fait-on en sorte de pouvoir rendre cohérents et compatibles les différents modes de transport? Il faudra, si vous voulez faire du ferroutage, il faudra toujours des camions pour aller dans les derniers kilomètres ou d'un point A à B. D'ailleurs, 80% du transport routier se fait dans un rayon de moins de 100 km. Donc il faudra toujours, et d'ailleurs les efforts qui ont été faits par les constructeurs, qui doivent encore être améliorés, bien évidemment, mais camions électriques, là aussi la solution du gaz liquéfié peut être envisagée, doit correspondre aussi à un autre type de solution apportée pour le transport des marchandises, peut-être le fluvial, ça peut être les autoroutes ferroviaires. Je vois les difficultés, au-delà des effets d'annonce qui ont été le propre d'une certaine période. La mise en place des autoroutes ferroviaires pose des difficultés incommensurables parce que les réseaux n'ont pas été mis en place. Et si l'on ne traite pas la modernisation des réseaux, si l'on reste encore sur ce que le rapport de l'École polytechnique de Lausanne amène comme conclusion, c'est-à-dire cette dégradation constante des réseaux, si nous ne réglons pas les réseaux, les infrastructures, nous n'aurons aucune solution alternative à la route pour pouvoir assurer la mobilité des marchandises. Et précisément, puisque j'ai à mes côtés Philippe Duron, qui est très célèbre parce que son rapport est attendu, et très célèbre parce qu'il souhaite répondre à la lettre d'admission qui lui a été adressée par le gouvernement, nous souhaitons en effet redonner une autre logique aux mobilités et aux infrastructures. Il en parlera peut-être, sans peut-être lever l'ensemble du voile, du rapport que je n'ai pas, mais dont je lis la presse, donc ça peut être utile, et utile surtout pour ne pas se tromper, parce que je ne suis pas persuadé, Monsieur le Président, que ce qui est présenté soit présenté d'une façon la plus cohérente qui soit. Nous souhaitons avoir une politique des infrastructures, et non pas une liste d'infrastructures, des choix de cohérence sur la modernisation des infrastructures qui permettent de projeter, non pas pour demain, ce n'est pas de la revendication pour de la revendication. Les LGV n'ont de sens que si on redéfinit le statut de la grande vitesse au niveau européen. La première des préoccupations dans le ferroviaire, c'est la réglementation européenne en termes de sécurité, de cohérence des réseaux, du fait que nous puissions, au-delà des systèmes nationaux, assurer cette continuité européenne. Le transport national, les lignes d'aménagement du territoire n'ont de sens que si l'on veut vraiment leur donner le statut de ligne d'aménagement du territoire. Le transport de proximité n'a de sens que s'il assure véritablement sa mission de transport de proximité avec la cohérence des différents modes de transport. Là encore, je pense que si nous prenons le débat des infrastructures simplement par l'attente de telle ou telle infrastructure comme étant revendiquée, nous passons à côté de notre responsabilité. Et Philippe Duron évoquera, et je ne veux pas aller trop sur ce domaine qui est le sien quant à cette invitation, qui est de donner de la cohérence, de la visibilité, de la sécurité dans la parole publique, dans la mobilisation des acteurs publics, en ce qui concerne l'usage, la pertinence des infrastructures. Il ne s'agit pas de revendiquer à chacun son autoroute, chacun sa LGV, chacun son TER, chacun son PDMI et autres. Non, il faut que nous puissions, au niveau de la nation, fixer les priorités, la soutenabilité, l'efficacité socio-économique des différents modes et des infrastructures. Et pour cela, c'est ce défi qui a été remis à cette commission présidée par Philippe Duron de belle manière, surtout en ayant confiance à la pluralité de cette commission et à ce qu'elle représente en termes de représentation nationale et donc de la légitimité de ce qu'elle peut représenter. Et puis je pense qu'il y a des pistes à explorer. Je le disais, des pôles de compétitivité existent, des ingénieurs nombreux, des passionnés, des solutions qui sont tant des solutions qui peuvent paraître extravagantes, et l'extravagance d'un jour est certainement la solution de demain, et qui nous permettrait, soit sur des voies dédiées, soit sur de la meilleure information sur la mobilité, de pouvoir amener à déjà peut-être
apporter une réponse à une meilleure utilisation de l'infrastructure existante. Modernisation, meilleure utilisation, intermodalité, de faire en sorte que là aussi nous mettions au service de l'intelligence collective, et bien l'intelligence qui est celle de la recherche, de l'innovation. Nous avons beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et d'innovation. C'est vrai sur, y compris la place, le rôle de la voiture dans la ville. J'étais hier au salon du stationnement où nous avons désormais usage d'un certain nombre de véhicules. Ce sont bien évidemment des jeunes qui sont en train d'expérimenter ce système et qui sont assez fascinants. La voiture sans chauffeur, elle-même électrique, qui permet de trouver sa place de stationnement dans des infrastructures dédiées. Ce sont des perspectives qui sont des perspectives qui paraissent inatteignables et pourtant qui sont si proches de ce qu'il est possible de faire. Et dans ce cadre, nous avons souhaité, là aussi, faire appel aux collectivités qui souhaitent être en quelque sorte laboratoire d'idées. Nous le faisons dans le cadre de l'enjeu de la mobilité sur l'appel à projet sur le transport collectif, mais nous le ferons également dès la rentrée autour de cette intelligence de la mobilité et des transports, permettant d'organiser la table ronde entre ceux qui réfléchissent, ceux qui essaient de trouver des solutions, de créer, d'innover, et également la filière industrielle, des acteurs économiques qui peuvent se mobiliser et peut-être permettre justement à des initiatives qui sont isolées, qui aujourd'hui n'ont pas réponse à leur mobilisation et surtout à leur ambition, de mettre en lien cette innovation qui est là, qui existe, ce souci de l'industrialisation, donc de la généralisation des solutions dans le cadre d'une mobilité qui soit une mobilité respectueuse à la fois de notre environnement et donc des générations qui sont appelées à avoir usage de notre espace et de notre planète. Voilà, j'ai été certainement trop long, mais certainement extrêmement incomplet. C'est un sujet qui est passionnant, qui ouvre tant de portes et qui offre des voies d'exploration qui nous amènent à sortir de cette rencontre frustrée, mais qui en appelle d'autres. Et vraisemblablement, Philippe Duron apportera tous les compléments d'un propos qui est le mien, qui est insuffisamment exhaustif. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. En tout cas, on voit bien que c'est à la fois un sujet où il y a beaucoup d'inertie et beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup de choses lourdes parce qu'il y a des infrastructures et puis ça fait un peu rêver. Hein, et je trouve que la série d'exposés qu'on a entendus, votre perspective et le fait qu'il ne faut pas se priver d'imaginer ce qui va être là demain. Donc c'est tout à fait intéressant. On est quand même dans une nouvelle discussion sur les transports, vraiment clairement. Je sais que le temps vous presse. Est-ce qu'on enchaîne tout de suite sur... On peut écouter Philippe Duron. Non, mais oui, ça me permettra de savoir si voilà, la presse a raison. Dit, oui, c'est exactement. Bon. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le délégué général, c'est délégué ou secrétaire? Secrétaire général. Mesdames et Messieurs, chers amis. Frédéric Cuvillier, le ministre délégué au transport, à la mer et à la pêche, a mis en place l'année dernière, au mois d'octobre, une commission qu'on a décidé d'appeler Mobilité 21, plutôt que commission de révision du schéma national des infrastructures, parce que, bien sûr, cela avait du sens que de parler aujourd'hui de mobilité plus que de transport ou plus que d'infrastructure. Et 21, parce qu'on est au 21e siècle et parce que c'était une façon d'être en écho avec les agendas 21. Pourquoi avoir mis en place cette commission ? Eh bien, tout simplement parce que le ministre et le gouvernement avaient hérité d'un document qui était en fait un grand catalogue de tous les besoins recensés d'infrastructures dans le pays, besoins d'importance nationale essentiellement, 75 projets qui représentaient un investissement, ce schéma national d'infrastructure, de 245 milliards, et cela dans une perspective, dans une temporalité de 25 ans, 140 milliards au titre des nouveaux projets, 105 milliards au titre des opérations de modernisation et 8 milliards
dans le soutien au transport collectif, et notamment avec le 3e appel à projet que le ministre a rappelé il y a un instant. La Commission, donc, dans ce cadre, doit formuler des recommandations afin de créer les conditions d'une mobilité durable et de hiérarchiser, dans ce cadre, des projets d'infrastructure inscrits dans ce SNIT. Mobilité durable, c'est une mobilité qui répond bien évidemment aux 3 piliers du développement durable tels qu'ils ont été définis voici maintenant presque 2 décennies. L'économie, bien sûr, il faut que la mobilité permise par le système de transport soit compatible avec ce que peut financer l'économie, mais aussi puisse répondre de manière raisonnable aux besoins de l'économie. Sociale, parce qu'il faut que cette mobilité puisse satisfaire les besoins de la population. Frédéric Cuvillier y a insisté tout de suite, je n'y reviendrai pas longuement, d'autant plus qu'ici, il faut qu'on puisse le faire dans le cadre d'un coût acceptable par la société. Merci. Et puis enfin, l'environnement. Il faut que la mobilité permise par le système de transport prenne en compte les exigences de l'environnement et soit notamment le moins possible consommatrice d'espace et d'énergie. Donc c'est l'équilibre entre ces 3 exigences qui définit la mobilité durable. La transition énergétique avec les enjeux du facteur 4 a été bien évidemment au cœur des réflexions de la Commission. Cette commission, faut-il le rappeler, est une commission mixte et une commission pluraliste. Une commission mixte parce qu'elle est composée à la fois de parlementaires et également de hauts fonctionnaires, de sachants. Une commission pluraliste parce qu'elle comprend à la fois des députés et des sénateurs et des représentants de la quasi-totalité des sensibilités politiques représentées aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Michel Delbar, que vous connaissez, qui est sénateur et qui a été ministre de l'Équipement, donc qui est, je vais le dire, un orfèvre en matière d'infrastructure. Eva Sas, qui est députée Europe Écologie Les Verts, qui est vice-présidente de la Commission des Finances et qui était porteuse des valeurs d'environnement et également, mais aussi une très bonne technicienne des questions financières. André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, président du groupe communiste à l'Assemblée et membre de la Commission des affaires économiques, mais passionné des infrastructures. Il était, dans la précédente mandature, membre de la Commission du développement durable. Louis Nègre, qui est sénateur UMP des Alpes-Maritimes et qui a été le rapporteur du SNIT au Sénat, donc qui connaît aussi très bien ce sujet, et Bertrand Pancher, qui est député UDI de la Meuse. Et puis, des sachants, Jean-Michel Charpin, qui est inspecteur général des finances, qui a été commissaire au plan, pour qui les problématiques de planification ou de programmation n'ont plus de secret. Yves Crozet, qui est économiste des transports, qui a été longtemps directeur du LET, du laboratoire d'économie des transports de Lyon, et qui est maintenant professeur à Sciences Po Lyon. Marilyn Meau, qui est inspectrice générale de l'administration du développement durable et qui est présidente de la 4e section risque, sécurité, sûreté au Conseil général de l'environnement et du développement durable, mais surtout qui est une très grande spécialiste des questions ferroviaires. Et puis Patrice Parizet, qui est ingénieur général des ponts, qui occupait de nombreux postes importants et qui a été notamment directeur des routes. Il a été le dernier directeur des routes lorsque cette direction existait au ministère de l'Équipement. Et pour organiser ces travaux, la Commission s'est appuyée sur des experts nombreux, dont je redirai peut-être un mot tout à l'heure. Le travail aujourd'hui de la Commission touche à sa fin. La Commission a finalisé son rapport cette semaine, hier, c'est-à-dire après qu'un certain nombre de bonnes feuilles non autorisées et parasites se soient, je dirais, répandues dans la presse.
Et ici, on peut dire que, je dirais, son rôle, ce rapport, il va faire des recommandations en matière de projets à engager dans les 15 prochaines années. Le rapport, comme vous le savez, n'a pas été rendu public, il n'a pas été remis au ministre, bien évidemment, et je ne vous dirai rien, ni de ce qui s'est, qui a été publié dans la presse, ni de ce qui est différent de ce que vous avez pu lire. Je m'en tiendrai plutôt à des recommandations pour créer les conditions d'une mobilité durable. Il ne s'agit pas... Donc la Commission a été d'abord très sensible à la question de la transition énergétique. Comme on l'a vu, elle a entre parmi elles une élue écologiste qui a été vigilante sur ces aspects, mais elle n'a pas été la seule. L'ensemble des membres de la Commission a pris ce sujet vraiment à bras-le-corps, et on a voulu que cette commission se donne des outils pour évaluer les projets en fonction de ce qu'ils apportent à la transition écologique et à la transition énergétique. Dans son travail, la Commission a fait un certain nombre de constats qui visent à structurer sa réflexion et les recommandations qu'elle fait. Plusieurs de ces constats ne sont pas sans lien avec les questions ou les enjeux de la transition énergétique. J'essaierai de vous en donner quelques exemples. D'abord, il nous semble que tous les territoires, qu'il s'agisse de territoires urbains, de territoires ruraux, de territoires de montagne ou de territoires de plaine, doivent pouvoir bénéficier d'un service de transport moderne et performant, et que nous n'avons pas le droit de condamner certains territoires et leur population à une médiocrité en matière de transport, sous prétexte qu'ils sont peu denses, qu'ils sont situés dans des zones, je dirais, périphériques, ou dans des zones sensibles en matière de biodiversité. Cela ne signifie pas pour autant que la collectivité doive mettre à la disposition, en tout point du territoire national, une offre de transport de nature identique ou quasi identique. Il convient, nous semble-t-il, de tenir compte de la diversité des situations et des enjeux de chaque territoire pour des raisons de soutenabilité à la fois économique, sociale et environnementale. Et pour parler clairement, la Commission ne fait pas sienne les orientations de la loi d'orientation du territoire, d'aménagement du territoire de 1995, qui prévoyait peu ou prou un égal accès de tous à l'autoroute ou à la grande vitesse. C'était la loi Pasqua-Eufel, et elle est plutôt beaucoup plus proche de ce que nous avions défini dans la loi Voynet 5 ans plus tard, avec les schémas de services collectifs des transports de voyageurs et de marchandises, qui nous semble être une approche plus pertinente, s'appuyant sur les besoins, étant dans une logique, non plus une logique de l'offre, mais dans une logique de satisfaction des besoins. La question de la préservation et de l'amélioration de l'existant est clairement au cœur des priorités de la Commission. Elle a la conviction que c'est d'abord en confortant la qualité des réseaux existants que l'on répondra de manière soutenable aux besoins prioritaires de la société en matière de déplacement. Elle rejoint dans cette vision, je dirais, ce que lui ont fait part, enfin, elle a pris en compte ce qu'ont donné les auditions. On a fait une 50aine d'auditions d'associations, de syndicats professionnels, de syndicats, ouvriers. On a entendu de très nombreux experts et tous, ou presque, nous ont dit « nous vous recommandons de prioriser le confortement de l'existant, la modernisation de l'existant, avant de penser à des projets nouveaux ». Donc ça a été aussi un des éléments qui va structurer le rapport. Et ici, on n'est pas très loin de ce que fait un pays voisin, comparable à la France, qui est l'Allemagne. L'Allemagne, après les mésaventures qu'ils ont connues sur leur réseau autoroutier, aujourd'hui
a décidé de prioriser l'entretien, la régénération, la modernisation de l'existant avant de financer des projets nouveaux. La Commission a également pointé les déficits du modèle ferroviaire actuel qui fait de la grande vitesse le marqueur unique de la modernité des territoires. Ce développement de la grande vitesse est parfois légitime, justifié, au-delà de 400 km notamment, pour relier les grands pôles urbains, là où il peut y avoir un transfert de l'aérien sur le rail. Mais, je dirais, pour beaucoup de territoires, la grande vitesse n'est pas forcément la réponse appropriée aux besoins et des populations et aux moyens de la nation. Quelques chiffres. Sur une ligne comme Tours-Bordeaux, on sait qu'il faudra que la collectivité vienne équilibrer le coût d'exploitation de la LGV à hauteur de 5 € par usager et pendant 50 ans. Mais ça va, ça c'est pas dramatique, parce qu'il y a, je dirais, un potentiel de clientèle qui est très élevé. Je ne citerai pas d'autres lignes, mais on a fait le calcul sur une autre ligne qui sera un peu moins fréquentée. Et là, on sait qu'il faudra amener entre 25 et 30 € par usager et pendant 50 ans. Donc vous voyez, le coût social, économique et social de la LGV peut ne pas être pertinent. Alors que sur Paris-Marseille, on peut se dire que finalement, là, on a des choses tout à fait qui se justifient pleinement. Sur Paris-Bruxelles, La Haye, tout ça a du sens. Mais j'allais dire que, je vais prendre un exemple qui malheureusement a été remis en cause, mais quand le président de la République précédent annonçait qu'il y aurait une LGV entre Paris et Le Havre, ce n'était pas forcément tout à fait pertinent, ni en termes de distance, ni en termes de bassin d'usagers, pour justifier une telle proposition. Donc il nous semble, ici, on fera des recommandations, qui ne sont pas tellement différentes d'ailleurs de celles qu'a faites Jean-Louis Bianco. Il faut dire qu'on s'en était entretenu assez longuement, pour dire qu'il y a aujourd'hui des besoins de matériel nouveau ou de solutions nouvelles entre deux moyens de transport ferroviaire d'excellence, que sont le TER et que sont la LGV. Ici, si tout le monde aspire à la LGV, c'est parce qu'il n'y a rien de disponible et de pertinent sur, j'allais dire, le catalogue de la SNCF et des constructeurs français. Alors, en plus, ce problème ferroviaire, pose problème. Il pose problème parce que si l'on ne traite pas les questions de l'infrastructure de façon pertinente, si l'on ne traite pas les problèmes de saturation, si l'on ne désature pas les nœuds, eh bien, les meilleurs modèles de grande vitesse n'ont pas beaucoup d'efficacité. On perd 5 minutes, 10 minutes à l'heure de pointe avant d'entrer dans Lyon. Les TER doivent attendre parfois un quart d'heure, 20 minutes, nous dit Jean-Jean Kéran, pour pouvoir entrer à la Part-Dieu. Il y a là donc quelque chose qui n'est pas ni logique, ni pertinent en termes d'usage de l'argent public. La Commission ne rejette pas la LGV, mais elle pense qu'il faut utiliser cet outil de façon pertinente. Autre constat qui renvoie à la question de la transition énergétique, c'est l'urgence qu'il y a à améliorer le fonctionnement des ports français, et notamment des grands ports qui ont une vocation européenne, qui ont une vocation internationale. Quand on regarde la totalité du trafic des ports français, on s'aperçoit cette totalité est inférieure au trafic du port de Rotterdam. Quand on parle du port de Paris, on tourne le regard vers Anvers. Quand on regarde la part du trafic
qui est traitée par le Havre, qui est ensuite, je dirais, transférée sur le rail, on s'aperçoit que cette part, elle est réduite, pour ne pas dire résiduelle. 5% du trafic du Havre est acheminé, pré-acheminé ou post-acheminé par le rail. Il y a donc là une urgence à traiter cette question de la relation entre les grands ports et leur hinterland. C'est, nous semble-t-il, quelque chose qui n'était pas présent dans le SNIT, mais qui doit être intégré dans une stratégie de la mobilité en France. Alors, donc, je n'irai pas plus loin dans les recommandations, mais sachez que la transition énergétique a également été vraiment un des problèmes que nous avons, comment dirais-je, traités en priorité. Alors, ici, il nous semble aussi important que notre système... Alors, d'abord, de dire que le système de transport français, il est effectivement relativement construit, développé. Nous avons un réseau routier qui est quasiment qui est très ramifié, qui peut desservir la totalité du territoire. Nous avons un réseau ferroviaire qui lui aussi est très développé, mais bien évidemment, il faudra les renforcer. Nous pensons aussi qu'on a beaucoup compté sur le transfert modal et que malheureusement, celui-ci n'est pas au rendez-vous. Et que même sur le plan du transfert modal de la route vers le ferroviaire, on constate une inversion de la proposition. Depuis 10 ou 15 ans, la part du fret ferroviaire s'est dégradée, a décliné dans des proportions tout à fait préoccupantes. Et comme le disait tout à l'heure Michel Savy, nous pensons que la route restera à une très forte résilience et une très forte pertinence sur les courtes distances. Et qu'il convient, là encore, et le ministre le rappelait il y a un instant, de mettre l'accent sur la recherche, l'innovation, pour faire en sorte qu'elle puisse apporter une contribution forte à cette réduction de la dépense énergétique et également de la transition écologique. Nouveaux moteurs, nouveaux pneus, nouveaux revêtements de chaussée semblent être des pistes relativement imaginables. Mais il en est bien d'autres. Le ministre évoquait tout à l'heure ce qu'il a vu ce matin au salon du stationnement, mais on connaît aujourd'hui toute une série de problématiques et de champs de recherche qui sont tout à fait intéressants. Lorsque nous sommes allés rencontrer nos homologues allemands, les syndicats professionnels qui travaillent autour de la route, bien, ils ont indiqué que c'est dans ce sens-là aussi qu'ils voulaient travailler, c'est-à-dire d'une amélioration de la performance de celle-ci. Et puis, il faut agir sur d'autres sujets, bien sûr. On a parlé tout à l'heure je crois que c'est M. Launay qui a parlé du problème de l'étalement urbain. On a, voici maintenant 13 ans, produit un travail législatif intéressant qui était la loi SRU. La loi SRU avait pour objectif de densifier la ville, de la renouveler. Et pourtant, que constate-t-on ? Eh bien que nous n'avons pas encore réussi à inverser le processus de construction de la ville. Je préside un SCOT. On a, depuis une dizaine d'années, mis un certain nombre de freins à l'étalement urbain, et pourtant, il continue de se développer. Il y a donc ici, probablement, à renforcer les outils législatifs, les outils, et puis aussi peut-être à encourager d'autres méthodes pour ramener les gens vers la ville et éviter cet étalement, notamment, probablement par des politiques qui agissent sur le coût du foncier, sur le coût de l'immobilier, sur le coût de la production de logements qui soit moins coûteuse qu'elle ne l'est actuellement. Puis enfin, il y a des problématiques qui sont liées à la tarification des différents modes de transport, mais notamment de la route. Le ministre
a parlé de l'écotaxe, hein, et qu'on attend, je dirais, pour pouvoir financer un peu les infrastructures dans ce pays. Mais l'écotaxe, ce n'est pas seulement un mode de prélèvement financier. Ça peut être demain un outil de régulation importante de la route, et notamment un outil de régulation de la congestion, un outil de régulation aussi sur, bien sûr, le niveau de modernité ou de pollution des poids lourds. Hein, et puis enfin, c'est une façon de traiter équitablement, hein, les transporteurs des différents pays. Parce que jusqu'ici, il y a un effet d'aubaine pour les transporteurs étrangers, hein, au détriment des entreprises et des transporteurs français. Donc nous pensons ici que cette écotaxe poids lourd, elle est vertueuse, elle responsabilisera les transporteurs, elle optimisera les cargaisons, et ce que disent nos collègues allemands, hein, c'est que depuis qu'ils ont mis en place la LKW Maut, hein, eh bien, les transports à vide ont diminué de 30%, hein, sur le territoire de l'Allemagne. Donc ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors, quelques mots pour terminer sur le classement. Comment avons-nous fait? Est-ce que nous avons fait ce classement des infrastructures que nous allons produire, que vous avez en partie aperçu au travers de quelques articles de l'usine nouvelle ou repris ici et là, ou d'une dépêche de l'Agence France-Presse? Non, nous avons voulu faire en sorte que ce classement soit le plus sérieux possible. Et pour cela, nous avons travaillé à peu près 3 mois sur les critères de classement, hein, et nous avons mis en place 4 batteries critères. Généralement, il y a un critère qui est là pour évaluer les projets d'infrastructure. Ce critère, c'est une évaluation socio-économique monétarisée, soit le TRI, soit la valeur actualisée nette. Ça ne nous a pas semblé suffisant, hein, et nous avons voulu faire en sorte que nous puissions disposer d'autres critères complémentaires. Hein. Parmi ces autres critères, pardonnez-moi, ce truc-là, c'est vraiment... Voilà. Voilà. Nous avons d'abord repris les grands objectifs de la politique de transport du gouvernement, objectifs de compétitivité économique, de soutien à l'intégration des réseaux dans l'Union européenne, réduction des inégalités territoriales, amélioration des transports de proximité. La deuxième batterie de critères, ça a été celle qui nous intéresse le plus ce soir, celle qui est liée à la performance écologique. La performance de chaque projet a été évaluée en fonction des effets attendus sur l'environnement, l'empreinte écologique, hein, et de sa contribution sur la transition écologique et énergétique. On l'a apprécié comment? On l'a apprécié au travers des effets sur les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que cette infrastructure réduit ou augmente les émissions de gaz à effet de serre? Et la contribution également au transport collectif ou à l'utilisation des transports de marchandises massifiés, hein, bien évidemment. La troisième batterie concerne la performance sociétale. Et cette performance sociétale, ça peut être des performances qui sont liées à la santé. Est-ce qu'on réduit un certain nombre d'émissions qui peuvent être contraires à la santé? Est-ce qu'on réduit le bruit? Est-ce que, au contraire, cette infrastructure, elle est de nature à réduire, par exemple, aussi le temps de transport des usagers, ou est-ce qu'elle est susceptible d'améliorer leur santé? Et le quatrième critère, bien sûr, c'est la performance socio-économique, et nous avons choisi ici le critère, enfin la valeur actualisée nette par euro investi, hein, parmi ces critères. Alors on ne les a pas, comment dirais-je, amalgamés, on ne les a pas hiérarchisés, parce que le risque, c'était effectivement de les manipuler d'une façon qui aurait été tout à fait discutable. Comment est-ce qu'on a construit ces critères? On les a construits en dialogue avec le commissariat à l'environnement et au développement durable, avec le Conseil général de l'environnement et du développement durable. On a eu également des relations de travail avec le commissariat le CAS, d'un coup j'ai un trou. Le Conseil d'analyse stratégique. Voilà, le Conseil d'analyse stratégique, hein,
Et donc, c'est ainsi qu'on a classé les projets. On a fait une liste complète. Ensuite, on s'est posé des questions sur les temporalités. Et on a regardé comment on gérait ces temporalités avec les moyens que la nation était susceptible de mettre en place. Et il nous a semblé que le plus simple, c'était de se calquer sur les temporalités qu'avait choisies l'Union européenne dans le cadre du RTET, c'est-à-dire jusqu'en 2030 et pour le Core Network, et au-delà de 2030 et jusqu'en 2050, pour la plus grande partie des projets. Certains projets, parce qu'ils sont moins pertinents, parce qu'ils sont très mal évalués, nous ont semblé relever d'une temporalité plus lointaine, ou plutôt peut-être d'une remise sur le métier de projets qui, bien évidemment, n'étaient pas complètement convaincants. Et je dirais qu'ici, les porteurs de projets, on commence à changer et commencent à évoluer. Nous, on a été très surpris et agréablement surpris par l'attitude de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des élus de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui étaient sur une LGV PACA, qui coûtait très cher, qui était très difficile à élaborer et à construire, et qui n'était pas complètement convaincante. Et ils se sont fait aider par un bon spécialiste, qui est Yves Kosker, et ils sont arrivés à un nouveau concept qui s'appelle ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui d'abord est moins cher, et qui est ensuite, je dirais, séquençable pour permettre d'être pertinente, et qui a pris, je dirais, d'autres objectifs, des objectifs de robustesse de la ligne, des objectifs de capacité également, parce que ce sont les problèmes qui sont les plus difficiles en Provence-Côte d'Azur. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais vous dire sans en dire trop, mais vous trouverez des compléments par des lectures avisées, à condition d'avoir un esprit critique suffisant. Merci, Monsieur Duron. On a de la chance que votre rapport arrive dans très peu de jours. Je crois que Monsieur le ministre me disait que c'était le 27 juin, c'est ça ? Voilà, Frédéric Cuvillier m'a annoncé que c'était le 27 juin à 15h. Très bien. Donc, du coup, un peu la frustration que nous avions, en tout cas sur le manque de travail approfondi qu'on a pu faire, en tout cas, on pourra s'appuyer. Et je vous remercie de votre exposé clair et aussi qui tresse des très bonnes perspectives. Je crois que ça remet, comme vous l'avez dit aussi, Frédéric Cuvillier, remet l'usage des infrastructures, penser les choses vraiment de façon différente en utilisant les acquis. Ça peut être une très bonne base, je crois, pour nous, même si on n'a pas fait le même travail détaillé, de reprendre ces propositions dans nos recommandations. Donc, on va bâtir dessus. On a de la chance que vous ayez fait ça. Probablement, c'était quand même un petit peu organisé, cette chance. Mais ça tombe très bien du point de vue de notre calendrier. Alors, Frédéric Cuvillier me dit qu'il a encore quelques minutes, donc on peut engager le débat. Et puis, s'éclipsera quand il faudra. Oui. Et Monsieur Duron, si vous pouvez rester avec nous, Monsieur le député, très bien. Alors, Monsieur Orphelin, Madame Arditi, tu notes ? Donc j'ai Monsieur Orphelin d'abord. Merci beaucoup pour la Fondation Nicolas Hulot. Merci beaucoup à vous deux. Des questions. D'abord, j'en ai 4. La première, c'est sur l'organisation du débat. Je crois que c'est important qu'on parle des transports aujourd'hui. Ça intervient tardivement dans notre débat. Je renouvelle la demande portée par beaucoup d'organisations de dire qu'il faut qu'on fasse un travail complémentaire sur le transport au cours des prochaines semaines. Moi, j'ai suggéré notamment, on a Michel Rollier dans le comité de pilotage, il pourrait très bien organiser 1 ou 2 réunions complémentaires sur ces thématiques de la mobilité, peut-être les 2 avant l'été. Je lui en ai parlé ce midi, il n'était pas au courant de cette proposition, donc je la refais publiquement, puisqu'il me semblait que je l'avais déjà fait un certain nombre de fois. Et donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse traiter ce sujet de la mobilité dans le cadre du débat. Après, j'ai 2 questions pour Monsieur le ministre, en le remerciant pour son exposé. La première, puisque vous avez parlé des avions et du kérosène, je voulais vous demander, vous connaissez l'exonération totale du kérosène sur les vols intérieurs. Le gouvernement pourrait très rapidement et très simplement
arrêter progressivement cette exonération qui n'a plus aujourd'hui de justification. Donc ma question est très simple. Quelle est votre position sur ce sujet et est-ce que vous allez la proposer au Premier ministre, puisqu'on a cru comprendre que le gouvernement allait travailler sur des pistes de fiscalité écologique pour le budget 2014? Est-ce que ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez? On a fait des estimations à la Fondation Nicolas Hulot. Ça ferait à peu près, on proposerait, nous, 2 € par billet en 2014, pour les vols intérieurs. Hein. Parce qu'à côté des innovations technologiques, de tout ce que vous avez évoqué, la fiscalité écologique est évidemment importante. Deuxième question, Monsieur le Ministre, c'est sur votre vision de la mobilité. Et c'est vrai que j'ai été assez frappé par certains mots que vous avez utilisés, pas moins d'infrastructures, plus de mobilité. Vous êtes dans une vision affirmée de la mobilité en 2050, mais qui me paraît un peu tranchée, notamment par exemple, avec d'autres visions, je pense notamment à celle que l'ADEME a développée dans son scénario, dans ses scénarios 2030-2050. Donc une question très précise. Qu'est-ce que vous pensez des hypothèses sur lesquelles l'ADEME a essayé de dresser un scénario d'évolution sur les transports, notamment en 2050? L'ADEME dit qu'il y aura 20% de mobilité en moins, hein, pour être très concret. Dernier point. Merci Monsieur Duron pour cette présentation. Bon, on avait lu la presse, effectivement, on aurait préféré sur les conclusions de la mobilité pouvoir contribuer, que le débat contribue là-dessus. Sur les parce qu'on avait eu le plaisir avec Denis Voisin d'être auditionné et on vous remercie. On avait eu pas mal de discussions à l'époque sur comment vous allez, sur les impacts environnementaux, pouvoir améliorer la connaissance de l'impact sur certains des projets, puisqu'on savait que c'était un des points sur lequel souvent l'évaluation n'était pas ou mal renseignée. Comment vous avez pu avancer sur ces sujets-là? Voilà. Merci beaucoup chez Madame Arditi. Merci pour Maryse Arditi pour France Nature Environnement. Alors, oui, moi, il y a une question qui recoupe un tout petit peu ce que vient de dire la FNH, mais qui m'a encore un peu plus étonné. C'est, Monsieur le Ministre, j'ai l'impression que vous avez fait une sorte d'apologie qu'il fallait absolument que la mobilité continue à se développer. Vous avez dit à un moment donné, l'immobilité, c'est insupportable. Vous avez parlé du droit à la mobilité, même quand elle est contrainte. Donc, si vous voulez, dans cette idée de la mobilité, il y a effectivement, la mobilité, c'est important, quand on en a besoin absolument, mais ce qui me paraît essentiel, c'est que quand on peut s'en passer, quand c'est une mobilité contrainte, on sait bien qu'on a vu se développer tout récemment énormément de conférences téléphoniques pour éviter de se développer, personne ne s'en plaint, tout le monde. Donc je pense que l'idée aussi d'éviter, quand c'est possible, les mobilités contraintes, c'est un élément important dans la réflexion. Donc voilà, c'était juste un questionnement. Moi j'ai une question, parce qu'elle me soucie beaucoup sur ces histoires de rails et routes. La SNCF a fermé 250 gares aux wagons isolés. Ça veut dire que les wagons isolés, comme vous le savez, chaque fois qu'on a des matières très dangereuses, elles étaient en général, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en wagons isolés. Parce que quand vous amenez de l'acide fluorhydrique, vous n'en amenez pas un train plein, vous en amenez 2-3 au maximum. Et le fait que ces rails ferment aujourd'hui fait qu'on va mettre sur la route une bonne partie des produits les plus dangereux. Comment est-ce qu'on peut rectifier ça? Parce que ça me paraît un élément extrêmement important. Je le sais pour en avoir une chez nous qui justement va dans cette direction. Alors, il y a quelque chose qui est plutôt sur l'intervention qu'on a eue tout à l'heure, mais comme elle vous concerne aussi. Faut-il aller vers les 44 tonnes? Faut-il aller ensuite vers les 60 tonnes? Bon, alors nous, à France Nature Environnement, nous y sommes assez radicalement opposés. Mais pour une raison simple quand même, que je voudrais dire, qui est presque une raison bébête. On a beaucoup entendu parler de citoyens ces temps-ci. Donc pour le coup, je vais donner aussi leur avis. Aujourd'hui, 75% des dégradations des chaussées d'autoroute sont faites par les poids lourds qui payent 25% des droits de péage. Donc chaque fois que vous prenez avec votre petit véhicule un autoroute, vous payez pour la dégradation du camion qui vous précède ou qui vous ennuie. J'ai à un moment donné, je pense que si on va sur les 60 tonnes, c'est encore pire. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter cette course qui a évidemment comme effet pervers de baisser encore le coût de la tonne kilomètre au détriment
évidemment de l'environnement, puisque ça rend encore plus difficile le passage, et au détriment de ce que doivent payer les citoyens qui sont sur les mêmes axes. Donc voilà, c'était mes 3 questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Arditi. J'ai Madame Limousin du RAC. Oui, merci. Donc, Lorelai Limousin du réseau Action Climat France. On a un réseau de 18 associations réunissant des ONG qui sont dans le débat et hors du débat. En tout cas, pour toutes, en effet, le sujet des transports est important. Donc, merci, Monsieur le ministre et Monsieur le député, pour vos exposés. J'aimerais réagir sur plusieurs points. Je vais être rapide. Donc premièrement, puisque c'est d'actualité sur le secteur aérien, et je vais compléter un peu ce qu'a dit Mathieu Orphelin de la Fondation Nicolas Hulot, parce que nous plaidons en effet ensemble pour avec d'autres ONG pour la suppression de l'exonération de taxes sur le kérosène. Nous nous intéressons aussi et nous suivons de près ce qui se passe au niveau international et européen. Et je suis contente d'apprendre que vous soutenez, que vous aussi vous appuyez l'OACI dans son travail. Et vous souhaitez un accord mondial en septembre. Encore faut-il aller plus loin que la compensation. Nous, on pense que voilà, la compensation ne suffit pas. Il faut un mécanisme international qui permette de vraiment réduire les émissions dans le secteur. Et pour cela, il faut une tarification de la pollution du secteur aérien, et notamment du CO2. Donc voilà pourquoi il faut un mécanisme de tarification du CO2, parce que les innovations technologiques dont vous avez parlé et qui sont nécessaires ne sont pas suffisantes pour réduire vraiment les émissions du secteur. Et d'autre part, il faut veiller aux effets pervers de ces possibles innovations, et je pense notamment aux agrocarburants, dont on voit l'impact sur le secteur routier. Les agrocarburants peuvent avoir des effets plus néfastes que les carburants fossiles. Donc je pense qu'il faut rester vigilant là-dessus, sur ces fausses solutions. Donc voilà, je voulais aussi revenir juste sur les innovations automobiles, parce qu'on a un peu parlé des réglementations européennes, et c'est vrai qu'on voit qu'elles sont très efficaces pour permettre de réduire les émissions du secteur des transports, dont l'automobile est responsable à hauteur de moitié. Ces réglementations sont en cours de négociation à Bruxelles. Alors vous avez dit la France est ambitieuse, la France pousse l'Europe pour des normes ambitieuses. Nous, on aimerait qu'elle aille plus loin, donc en voyant au-delà de 2020. Donc pour l'instant, on est en train de négocier un chiffre autour de 95 grammes de CO2 par kilomètre en 2020. Il faut absolument voir plus loin, fixer un objectif pour 2025, et c'est la semaine prochaine que ça se décide. Donc on espère que la France ne s'y opposera pas, et même à l'inverse, le poussera auprès de ses homologues européens. Et enfin, donc, puisque le sujet sur lequel on a beaucoup insisté ces derniers mois dans le cadre du débat, donc les infrastructures de transport, donc pareil, je suis contente d'apprendre que vous avez en effet pris en compte tous les impacts GES, CO2, environnement des projets d'infrastructure. Donc est-ce que vous pouvez nous garantir que le bilan carbone finalement, si ce n'est pas un schéma de l'ensemble des infrastructures que vous sélectionnerez, sera cohérent avec le facteur 4, permettra vraiment de réduire les émissions de CO2 du secteur des transports? Parce que voilà, les infrastructures qu'on construit aujourd'hui, en effet, il faut qu'on regarde quel trafic elles vont stimuler dans les décennies qui arrivent. Et un aéroport, par exemple, ça stimule le trafic aérien, qui est le transport aérien, qui est le mode de transport le plus polluant. Merci. Merci. J'ai M. Garel, puis M. Taxil, puis M. Kersov, puis M. Portier. Oui, je vous remercie, Monsieur le ministre. Alors, on ne va pas parler de rapport mobilité 21, il n'existe pas et on ne le connaît pas, donc on va éviter ça. Juste un élément quand même, quand on dit que sur la ligne Tours-Bordeaux, ça va coûter 5 € par usager à la collectivité, il faut préciser à qui vont ces 5 €, quoi. C'est à Vivendi et à ses actionnaires quand même, puisqu'on est dans le cadre d'un partenariat public-privé qui au final va coûter très très cher à la collectivité. Deuxième élément, ça devient usant de se comparer à l'Allemagne. Quand on se compare, comparons tout. On ne compare jamais tout et on ne regarde que les bons côtés de l'Allemagne et jamais les mauvais côtés, au point que Guillaume Pépi commence à faire un complexe grugueux qui devient inquiétant pour les cheminots, et il va falloir se calmer sur cette comparatif avec l'Allemagne. Je voudrais juste scinder sur un sujet, sur le fret ferroviaire et sur le transport de marchandises en France.
Il y a à peine 10 ans de cela, nous transportions 17% des marchandises par rail avec une entreprise qui avait le monopole public. Ça représentait 55 milliards de tonnes kilomètres. 2003, ouverture à la concurrence du transport international. 2006, ouverture à la concurrence généralisée sur les transports nationaux. L'ensemble de nos interlocuteurs nous disaient ça va dynamiser, ça va pousser, ça va obliger la SNCF à devenir performante et ça va créer des conditions de faire évoluer de façon positive le report modal de la route vers le rail. Conclusion, nous transportons plus que 26 ou 27 milliards de tonnes de kilomètres, ce qui représente moins de 9% du transport de marchandises par rail aujourd'hui. On a quasiment divisé par 2 le transport de marchandises par rail. Quand on parle d'infrastructures, aujourd'hui, une dame disait juste avant moi, on a fermé 250 gares aux fret, c'est plus proche de 320 gares aux fret qu'on a fermé. Mais à la fin des années 90, nous avions 25 triages en France. Il n'en reste aujourd'hui plus que 4 qui sont opérationnels. Quand on parle de triage, ça veut dire le wagon isolé, la messagerie, ce qui signifie que c'est 80% des transports de marchandises en France. Aujourd'hui, avec la politique qui a été menée sur les 10 dernières années, on s'est condamné déjà à ce qu'il n'y ait plus que 20% des marchandises qui soient potentiellement ouvertes au rail, ce qui signifie qu'on arrive à la situation où on est aujourd'hui. Moi, la question que j'ai envie de poser à Monsieur le ministre, c'est au regard des enjeux qu'on a posés, qui sont posés dans cette conférence, il y a certes des innovations, il y a certes de la recherche, il y a certes du développement à faire pour les années futures, et c'est bien qu'on travaille comme ça, mais il y a aujourd'hui, actuellement, immédiatement, des possibilités de réduire drastiquement le nombre de tonnes transportées par la route et de les reporter vers le rail. On a les infrastructures en termes de triage les plus modernes d'Europe. On a le potentiel, on a les compétences professionnelles à la SNCF. Il ne suffit que d'une chose, certainement, c'est qu'à un moment donné, il y a un choix politique qui fasse en sorte que le transport de marchandises, notamment le wagon isolé, devienne quelque chose d'intérêt public, devienne un service d'intérêt général. Est-ce qu'on va vers cette optique-là ? Merci. Je vais laisser la parole à Frédéric Cuvelier parce qu'il doit vraiment nous quitter. Il nous a déjà donné beaucoup de temps par rapport à ce qui était prévu. Et puis, sinon, on va perdre même les réponses qu'il pourrait donner. Si vous vous engagez à poser la question en 30 secondes, allez-y. Très courte. J'avais trois regrets, donc je vais juste vous épargner les regrets. Donc c'était une question, sachant que la ministre de l'écologie s'est globalement félicitée qu'on puisse aborder, à la différence du Grenelle, le nucléaire. Et je me demande si finalement, dans ce débat-là, le sujet tabou, c'est pas les grandes infrastructures et en particulier Notre-Dame-des-Landes. La presse fait l'écho du rapport Mobilité 21 et sans doute qu'un certain nombre d'éléments sont infondés. J'aimerais savoir si les propos du préfet annonçant la reprise des travaux de Notre-Dame-des-Landes en septembre sont fondés et si ce n'est pas le cas, lui apporter un démenti le plus complet, sachant que nous avons, nous, conditionné notre participation à l'arrêt des travaux. Évidemment, on ne peut pas en même temps débattre de transition énergétique et continuer des travaux qui vont avoir un impact réel sur le dérèglement climatique. Merci beaucoup. Oui, bon, je vais commencer par cette question. On peut tout conditionner à tout. Le problème, c'est que c'est précisément pas nécessairement comme ça qu'on peut faire avancer dans l'échange et dans les propositions. Les débats sont là. Et bien évidemment, je ne vais pas envisager infrastructure par infrastructure les situations, parce que vous enchaînerez pour me demander si le Lyon-Turin va se faire, puis vous enchaînerez pour savoir si le canal Seine-Nord, vous ou d'autres. Et je pense qu'il est important d'être au cœur même de ce qui nous préoccupe à cet instant. J'ai eu à répondre, je ne me défausse pas du tout, j'ai eu à répondre sur Notre-Dame-des-Landes, je l'ai fait, je le fais clairement, je l'ai fait y compris devant toute la presse spécialisée sur l'aviation et l'aéronautique, donc sauf à repartir sur ce débat, mais que je ne fuis absolument pas, sur la pertinence, sur le rythme, sur les enjeux, sur la question juridique. Voilà, donc sur les infrastructures, le tabou des grandes infrastructures, je pense au contraire que l'intervention de Philippe Duron a donné une perspective nouvelle à la façon dont nous approchons et dont la Commission s'inscrit dans la lettre qui a été celle de mission de la part du ministère sur ces questions. M. Garel, je prends dans le désordre, ne m'en veuillez pas, M. Garel a parlé de l'enjeu du fret, c'est l'enjeu de l'infrastructure. C'est vrai que par rapport
ce qui était indiqué dans les perspectives du Grenelle de l'environnement, nous sommes arrivés à une dégradation majeure qui n'est pas due qu'à cette libéralisation, elle est due aussi à la crise économique, mais malgré tout, il y a cette question des wagons isolés, de la priorité donnée au fret ferroviaire, des difficultés à mettre en place. J'étais encore dans le sud pour regarder les difficultés d'atterrissage en quelque sorte de l'autoroute ferroviaire. Les infrastructures aujourd'hui ne permettent pas de répondre, malgré ce que j'ai souhaité. J'ai demandé à M. Rapoport, le président de RFF, qu'il y ait au moins des réponses très rapides sur ce qui permettrait de lancer ce service d'autoroute ferroviaire, de plateforme multimodale. C'est un enjeu qui est majeur, qu'on aura dès le deuxième semestre, comme indiqué lors de rencontres avec les syndicats. Sur mademoiselle Durac, vous évoquiez l'ambition, voilà, et notamment le facteur 4 sur les infrastructures. Là aussi, je m'en remets à la Commission, qui a pris comme enjeu aussi de classification cet enjeu-là. Et donc, je m'inspirerai, je ne serai pas seul, mais enfin, à partir, il y aura toute une méthodologie au sortir du rapport de Philippe Duron et de sa commission, et nous aurons à, là encore, prendre en compte ces dispositions. Il a été fait référence aux 44 tonnes. Je rappelle que le 44 tonnes n'est pas le 44 tonnes ancienne version, il est quand même avec un tonnage paressieux, et que donc les 75% de dégradation précisément amène à la réponse, l'objection qui était faite, c'est qu'il faut contribuer par l'écotaxe poids lourd au financement, à l'usage des infrastructures qui ne sont pas des infrastructures gratuites. Elles sont, les usages commerciaux des infrastructures doivent permettre d'être financés par cette écotaxe poids lourd. Nous avons eu beaucoup de retard, et la première fiscalité écologique, c'est celle qui sera appliquée dans le transport à partir du 1er octobre, qui est l'écotaxe poids lourd, et qui sera acceptable et qui sera économiquement responsable, parce qu'elle ne mettra pas à mal les petites entreprises du transport, mais permettra au contraire, ou incitera, voire même contraindra les chargeurs. On sait combien dans le transport les rapports de force sont déséquilibrés, de pouvoir optimiser le recours au transport routier. Sur la suppression de la taxe kérosène, je fais vite, c'est dommage, mais d'abord, ça n'est pas une fiscalité nationale, donc c'est dans un cadre au moins européen, voire de l'OACI. Et je rappelle... oui, non, attendez. Bien sûr, nous pouvons, sauf à considérer que nous appliquons seuls une taxation kérosène, alors même que nos voisins européens eux-mêmes ne l'appliqueraient pas. Donc, effectivement, nous sommes là face à une question qui est une question économique, qui est une question d'efficacité économique qui se pose. Et moi, je pense que cette question, elle est au moins dans un cadre européen. Et je rappelle aussi que la réglementation internationale, vous la connaissez, donc je ne vous apprendrai rien, de l'OACI interdit la taxation du kérosène au niveau des vols internationaux. Pour ce qui est traité, alors, les wagons isolés, les 250 gares, je pense avoir répondu très rapidement. C'est un constat, mais je pense que le fret a été, je répondais à M. Garel, le fret n'a pas été ces dernières années une priorité, c'est fort regrettable. Madame, alors je crois qu'il y a une incompréhension sur la question de la mobilité, de l'immobilité. Je crois que la mobilité, elle est un droit. C'est-à-dire qu'elle est nécessaire. On ne peut pas contraindre nos concitoyens à ne pas, comme le disait Philippe Duron d'ailleurs, selon l'équité territoriale, elle doit aussi permettre à chacun d'avoir la possibilité d'avoir des réseaux adaptés. C'est de l'aménagement du territoire, c'est de la justice républicaine, c'est de l'égalité des territoires. Et je rappelle que nous avons une ministre qui est en charge de l'égalité des territoires. Et ça, c'est nécessaire. La mobilité, c'est un droit. Et donc, de ce point de vue, je revendique cette mobilité comme aussi un droit et une
une revendication qui est portée par les territoires. Mais l'immobilité, elle peut être subie, elle est souvent subie. La mobilité, elle peut être contrainte. Auquel cas, il faut penser à d'autres types d'organisation, y compris du lien entre le travail et le logement, toutes ces questions liées à l'urbanisation et au rapport d'aménagement de ce territoire. Mais l'immobilité, et quand je parlais d'efficacité des infrastructures existantes, c'est précisément cela. C'est-à-dire que quand nous voyons que nous avons entre 100 et 300 km de bouchons chaque jour sur le réseau parisien, c'est pour le coup, au-delà du caractère anxiogène, c'est de l'immobilité subie qui est économiquement coûteux et aussi humainement insupportable. Et je devrais commencer par humainement insupportable parce qu'il y a des problèmes de santé également, et économiquement stupide, contre-productif. Donc voilà dans quel sens je parlais de l'immobilité qui est contrainte. Par ailleurs, pour ce qui est de la question de l'ADEME, je ne pense pas m'éloigner. Je pense qu'il ne faut pas opposer les infrastructures avec la réalité qui est une réalité de développement durable. Le développement durable, c'est aussi du développement économique qui doit être raisonné, qui doit être projeté dans les usages futurs, qui doit être responsable dans le respect des territoires. Mais je reprends ce qui nous est indiqué. La croissance des demandes de transport sera de l'ordre de 2% à l'année d'ici 2030. Les analyses peuvent être contraires, mais je ne pense pas que la solution soit l'absence d'infrastructures. Je pense au contraire que nous devons les valoriser. D'abord, mieux utiliser l'existant. Par ailleurs, ne pas nous interdire de valoriser par des techniques nouvelles. Nous sommes sur des infrastructures qui sont très anciennes, enfin qui peuvent être très anciennes et qui n'ont pas, bien sûr, le niveau de technologie que l'on peut attendre aujourd'hui de l'organisation et de l'utilisation de ces infrastructures. Je pense à l'optimisation de l'autopartage, je pense au covoiturage, je pense à la mobilité qui peuvent être coordonnées selon les modes de transport. Je pense à des itinéraires qui peuvent être projetés pour l'information des usagers. Je pense aussi à des périodes qui doivent permettre d'adapter les infrastructures au pic de fréquentation des infrastructures. Bon, bref, nous devons rendre aussi plus intelligent l'usage de ces infrastructures. Donc, c'est un laboratoire qui est devant nous. Et ces initiatives, elles existent. Ces intelligences, elles existent. Elles doivent être utilisées, accompagnées et impulsées. C'est un peu rapide pour mes réponses. J'en suis absolument désolé. Mais j'ai souhaité d'abord, malgré, ça n'est pas un reproche, le retard des débats, être présent et garder suffisamment de temps, d'abord pour écouter Philippe Duron, ça me permet de bien préciser ce que je lis, et aussi, même si les échanges sont un peu contraints, de pouvoir malgré tout m'y soumettre, sachant que certaines suggestions ont été faites pour qu'il y ait d'autres rencontres. Moi-même ou mon cabinet serait honoré de pouvoir poursuivre cet échange, parce que je crois qu'il n'y a pas de clivage sur ces questions, il y a peut-être des tenants d'un certain nombre de solutions, mais il y a surtout à construire un autre mode, un autre rapport et une autre réflexion par rapport au transport et à la mobilité. Et ce que disait Philippe Duron, je fais mienne cette réflexion. Essayons de sortir de cette simple vision qui apporterait des réponses uniquement en termes de kilomètres, de LGV, d'autoroutes, où il faudrait être dans une revendication dénuée de toute réalité, de toute efficacité de l'investissement. Nous sommes en période où finalement, tirons profit de cette période, l'investissement public doit être d'autant plus efficace. Cherchons l'efficacité de l'investissement public. Et cela ne passe pas nécessairement par du toute infrastructure, même si je pense que les infrastructures doivent être aujourd'hui optimisées et doivent permettre de ne pas subir cette immobilité anxiogène, mais au contraire, parce qu'il suffit de voir quand on souhaite, y compris dans les métropoles régionales, aujourd'hui, elles deviennent impraticables. Donc ayons un rapport différent à cette mobilité avec des solutions qui le soient tout autant et qu'elles soient ambitieuses. En tout cas, qu'on ne refuse pas ce secours et ce support de la technologie future
à l'adaptation de nos infrastructures d'aujourd'hui. Voilà, merci, désolé de devoir vous quitter, mais je pense que vos travaux vont continuer jusque tard dans la nuit. Merci, monsieur le ministre. J'espère que non. Et merci de nous avoir consacré autant de temps. On est fatigué, je crois, hein, donc on va arrêter. Comme je vous l'ai dit, au revoir, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si, monsieur Duron, vous voulez, je crois qu'on arrive à la fin de nos débats. Il y a monsieur Taxil qu'on a privé de parole. Alors, je ne sais pas. Alors, vous n'avez plus de ministre en face, je suis désolée. Et vous avez un député maire très compétent. Vous remonterez les remarques, comme pour le reste des autres sujets. Non, en plus de ça, pour la CFE-CGC, on est content qu'on puisse aborder effectivement la problématique du transport. Comme on l'a rappelé, c'est 27% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour nous, il y a 3 enjeux dans le transport. Hein. Il y a un enjeu économique important. La question du fret a été déjà évoquée. Il y a un enjeu de liberté. Parce que ça, on ne l'a pas évoqué, mais ça a été dit par le comité citoyen. Le transport, c'est la liberté de pouvoir se déplacer. Et ça, c'est un enjeu important. Et puis c'est un enjeu de solidarité et de lien entre les territoires. Donc pour nous, il y a une question fondamentale, c'est le rôle des collectivités locales. Aujourd'hui, quand même, elles sont au cœur des problématiques d'aménagement du territoire et des règles d'urbanisme. Ça nous pose une question, nous, sur comment lutter contre l'étalement urbain. On a une vraie problématique avec les salariés aujourd'hui, qui du part, et on fait le lien avec le dossier du logement, qui du part le coût du foncier, sont obligés de s'éloigner de leur lieu de travail. Et notamment en Ile-de-France, c'est une vraie problématique où c'est pas rare largement de dépasser les 2 heures aller-retour de transport par jour, y compris en utilisant bien évidemment les transports en commun. Donc je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, Paris, première couronne, et la deuxième couronne, complètement oubliée. Enfin, pour ne pas prendre trop la parole, la problématique sociale, il ne faudrait pas créer effectivement de la précarité de mobilité. Et je pense qu'il y a une vraie recherche sur l'innovation dans les transports en milieux ruraux, pour qu'on puisse développer et les transports collectifs, d'autres alternatives de mode de transport si on va vers moins de transports individuels. Il ne faut pas qu'ils soient les grands oubliés de la transition énergétique en matière de transport. Merci beaucoup, monsieur Taxil. Vous voulez dire un mot, monsieur Duron ? Je vous en prie. Je veux bien dire un mot parce que j'ai été interpellé par monsieur Orphelin et puis aussi par une personne qui nous a quittés, qui représentait le RAC. Monsieur Orphelin a demandé comment est-ce qu'on avait mesuré les impacts environnementaux. Alors, on ne les a pas mesurés avec une méthodologie scientifique absolument, je dirais, irréprochable, mais on a beaucoup travaillé à dire d'experts. C'est-à-dire qu'on a mobilisé les experts, parce qu'on se trouvait avec beaucoup de dossiers qui étaient difficiles de comparer. C'est difficile de les comparer parce que les évaluations étaient parfois assez anciennes, ou parfois incomplètes, puisque les projets étaient récents. Donc, dans le temps qui nous était imparti, il était difficile de recommander des évaluations très fines. On a donc demandé aux experts du Conseil général de l'environnement et du développement durable et au commissariat général de nous aider à remplir, je dirais, les trous de l'évaluation ou à actualiser l'évaluation. Donc, on a tendu vers une évaluation la plus honnête possible au regard des données qui étaient disponibles. Alors ensuite, madame est revenue, je n'ai pas noté votre nom correctement, pardonnez-moi. Madame Limousin. Ben, c'était bien ça, alors je ne m'étais pas trompé quand même. Madame Limousin a évoqué le respect du facteur 4. Donc, nous, on se l'est posé comme objectif, le facteur 4. Et je ne peux pas vous dire si la liste que nous proposons permettra d'atteindre le facteur 4. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle permettra de tendre vers le facteur 4. Mais là encore, on est dans des évaluations qui restent des évaluations relativement empiriques. Donc, ce serait imprudent de ma part que de signer un engagement selon lequel on serait sur le facteur 4. Enfin, monsieur, ce que vous dites rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'étalement urbain. C'est un vrai problème de société et je pense qu'on a vraiment à travailler sur la façon de construire un habitat de qualité, un habitat digne qui soit moins cher qu'aujourd'hui. Et c'est possible.
Il y a un certain nombre de pays, notamment en Europe du Nord, qui construisent mieux et moins cher que nous. Je pense notamment que tout ce qu'on fait en matière d'HQE, en matière de construction environnementale, pêche par un excès de réglementation. Je pense qu'on aurait intérêt à aller vers la fixation d'objectifs et de performance. Parce qu'on bride la créativité des équipes d'architectes et on appauvrit souvent la qualité architecturale de ce que nous réalisons. Donc je pense que là, c'était sûrement très utile de mettre en place un certain nombre de critères qu'on évalue plus ou moins bien. C'était sûrement utile. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin, vers plus de qualitatif. Ça me semble... Et puis enfin, sur la démocratisation des transports, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai été très frappé par le livre de Florence Aubenas, il y a quelques années, qui s'appelait « Sur les quais de Ouistreham ». J'étais frappé parce que c'est une commune de ma communauté d'agglomération. Et ce qu'elle disait, c'était que plus on est précaire, plus on a besoin d'aller chercher du travail dans des conditions très difficiles, et plus on a besoin d'une automobile. Et que quand on va dans une agence d'intérim pour chercher un travail dans l'entretien, dans des métiers modestes, eh bien, si on n'est pas autonome et si on n'a pas de véhicule, on ne trouvera pas de travail. Donc là, il y a un vrai sujet. Comment on fait dans les CLI aussi, dans les collections, des cas d'insertion, on est obligé de financer le permis de conduire, on est obligé de mettre des scooters à disposition des jeunes salariés qui sont à la recherche d'un emploi. On a un vrai sujet sur lequel je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre, moi, ici, ce soir, mais qui mériterait effectivement un vrai travail, tout à la fois économique, social et environnemental. Merci beaucoup, Monsieur Duron. Je crois que vous nous apportez un éclairage vraiment utile et intéressant. Je retiens quand même que Mathieu Orphelin nous pousse à continuer aussi à travailler dans le cadre de ce débat. Que vous dire en conclusion? Qu'en tout cas, je puis vous assurer qu'après cette séance longue, difficile et animée, je crois que je peux parler au nom du comité de pilotage et du secrétaire général, nous nous sentons absolument sous pression pour délivrer un document dans pas trop longtemps, qui soit transparent, ambitieux, qui mette bien les points sur lesquels on peut se mettre d'accord, et là où on voit des divergences, en tout cas les exprimer clairement, qui reprennent la richesse des contributions, des propositions qui ont été faites, et qui nous permettent de démarrer bien la réunion du 8 juillet. Donc on est sous pression pour le faire. C'est à nous maintenant de montrer que, malgré les difficultés de l'exercice, on peut vous donner une copie qui réponde à cette feuille de route que nous avons rappelée au début, c'est-à-dire de ce qu'on doit viser avec cette transition énergétique, et de voir si les mesures qu'on met derrière répondent à cette feuille de route ou si on y arrive. Exactement la question que vous vous posiez, est-ce que ça répond au facteur 4 ou est-ce que ça n'y répond pas? Donc, au travail, pour nous qui sommes là autour de la table, et bonne soirée pour vous en tout cas, et à très bientôt.